Set. Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième émission de l'Académie Olympique, la première en soirée. On se retrouve pour débriefer la première journée officielle de ces Jeux Olympiques de Paris 2024 et parler notamment des premières médailles françaises. Il y en a eu 4 aujourd'hui, une en or, 2 en argent, une en bronze. On a déjà de quoi se réjouir et aujourd'hui, vous le voyez, je suis accompagné par le dernier homme qui manquait à notre casting hier. Mathis, comment vas-tu ? Salut Jean, écoute, ça va très bien, merci pour l'invitation et effectivement, on a de belles choses à discuter. En tout cas, nous, on est tous ravis de t'accueillir. Je parle au nom des deux qui ne sont pas là, mais je sais que c'est le cas aussi. Et puis, on a un homme qui n'a pas eu le temps d'enlever son magnifique maquillage bleu, blanc, rouge sur les joues, car il est arrivé en courant du Stade de France. Maxime, tu es allé voir cette magnifique médaille d'or du rugby à 7. J'imagine que ça va très bien. Ça va extrêmement bien. Je passe une excellente journée. Le rugby français est à son paroxysme. On n'a jamais vu ça. On est très content. Ah, effectivement, la première médaille d'or de l'histoire du rugby à 7 français pour ouvrir le compteur de notre délégation pendant ces Jeux Olympiques. Et c'est un exploit, on va en parler quand même, parce qu'ils se sont imposés face aux Fidji, qui étaient les favoris de cette compétition. On jette juste un petit coup d'œil rapide au sommaire de ce soir et aux rubriques que vous aurez pendant ces 2 semaines de JO, maintenant que ça y est, on est rentré dans les compétitions officielles. La perf, c'est notre principale rubrique, notre première rubrique. Chaque jour, on reviendra sur la plus grosse performance de la journée. On peut parler d'un athlète, d'une épreuve, d'une équipe, comme ce sera le cas aujourd'hui. Et puis, vous l'avez déjà vu, la rubrique On a vu, tout simplement. On s'est rendu sur place pour assister à certaines épreuves. Alors, Maxime était au rugby à 7, mais pendant ce temps-là, je me suis rendu à proximité du pont Alexandre III pour aller voir le cyclisme et le contre-la-montre. On en parlera d'ici quelques minutes. Le point bleu pour parler des autres médailles françaises, mais pas que. Il y a d'autres performances que les médailles. Quelques désillusions aussi, malheureusement. Les coups de cœur, on aura chacun choisi nos principales, comment dire ça, nos coups de cœur en fait, hein, tout simplement. Le titre se suffit à lui-même. Ce qu'on a bien aimé dans cette journée et dont on n'aura pas encore parlé, et pas que dans cette journée, on reviendra notamment sur ce qui s'est passé hier soir sur la scène. Et puis on fera un petit point sur les épreuves de demain. Et si jamais il n'est pas trop tard, on fera un quiz. Mais je vous avoue que j'ai rien préparé, donc on va dire qu'il sera peut-être un petit peu trop tard. Bref, je pense que le plus important pour le moment, c'est d'attaquer avec ce qui nous a mis de très très bonne humeur aujourd'hui, la perf, la victoire des Bleus du rugby à 7. Déjà Maxime, je vais te lancer tout de suite dessus puisque tu reviens du stade. Comment était l'ambiance au Stade de France? À la télé, ça avait l'air dingue. Est-ce que c'était le cas également en tribune? Et bah écoute, dès que je suis arrivé au coup de 13 h. C'était déjà une bonne ambiance alors que le stade n'était même pas plein. Il s'est rempli au fur et à mesure pour le premier match qui était les matchs de classement de la 5 à la 8e place. Et c'était déjà la folie. Et en plus, ça, quand on a vu les Bleus arriver, que ce soit en demi puis en finale, vraiment, ça n'arrêtait pas. Il n'y avait pas une seconde de silence. Enfin, l'ambiance était vraiment ambiance rugby comme on la connaît. Bon enfant, bonne humeur, des cris partout. Enfin, c'était vraiment génial. Alors c'est vrai qu'on va pas plus s'attarder que ça là-dessus parce qu'il y a eu une finale après, mais tout a commencé dans l'après-midi avec une demi-finale face à l'Afrique du Sud. Mathis, une demi-finale maîtrisée, même si en entrée de match on s'est fait un petit peu peur. On l'avait dit hier pendant le live, nous on donnait plutôt la France en favori. Je sais pas si c'était ton cas aussi et si le match t'avait rassuré. Alors ouais, je donnais la France favorite sur l'Afrique du Sud, pas sur le tournoi. Je t'avoue que moi Non, non, je voyais quand sur, même les euh, Fidji aller sur la au demi. bout. Ouais, sur la demi, je voyais les Français un peu au-dessus, c'était le cas, même si effectivement j'ai été
tendu ou en tout cas un petit peu plus stressé par cette demi que par cette finale, même si on a été mené aussi dans la finale. Je sais pas, j'ai senti les Français à nouveau crispés, un petit peu comme lors de la première journée. Il y a eu le match nul puis la victoire. Mais dans tous les cas, ils ont fait le taf. Et puis bah, la revanche sur l'Afrique du Sud au Stade de France, c'est quand même pas mal. Ah, effectivement, on est passé à 7, mais forcément, ça faisait plaisir après ce qui s'était passé à l'automne dernier et la défaite en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby en France, et là aussi au Stade de France. Ça faisait du bien de revenir. Et puis après, il y a eu cette finale. Alors, j'allais rentrer tout de suite dans le positif, mais il y a eu une entame quand même où. Je sais pas si c'est votre cas, je te laisse la main Mathis peut-être ou même ouais, pour l'impression qu'on a eue à la télé. Mais après 2 minutes de jeu, on s'est pas un peu dit qu'on allait se faire éclater quand même. Donc quand on a vu la puissance des joueurs fidjiens, ce premier essai où on n'arrive pas à les arrêter, des prises à 2, à 3 qui ne fonctionnent pas, le début de match était compliqué. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouvais que ça ressemblait un peu à l'entame de match du match de poule contre les Fidji, justement, où pareil, ils commencent avec un rythme d'enfer, où à peine ils vont au sol, ça repart, et on voit que nous, nos Français, ils étaient encore en train d'essayer de tenir le pack. C'est déjà reparti, ça va se aplatir. Je sais pas si c'est pas dans les 2 premières minutes, le premier essai, en tout cas Ouais, c'est très, très 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 rapide. rapidement. Euh, et du coup, ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai commencé à m'interroger sur la tournure de cette finale. Et puis, ce qui m'a plu juste après, c'est que on s'est pas précipité dans la construction pour aller chercher ce deuxième essai. Ça a pris du temps, mais ça a été bien fait et pour ensuite aller débloquer la machine. Ouais, effectivement, les Français ne sont pas tombés dans le piège de reproduire le match des phases de poule où on avait déjà affronté les Fidji, qui n'était pas un mauvais match si on prend l'ensemble de la phase de poule, mais qui était un match où on avait tout simplement vu une équipe supérieure à une autre. Là, les Français ont vraiment pris le temps. À la mi-temps, on était revenu à la hauteur. Maintenant, il fallait passer devant. Pour ça, il fallait être extrêmement vaillant. Et il fallait aussi avoir un petit peu de génie. À la mi-temps, Antoine Dupont fait son entrée sur le terrain. Et Maxime, est-ce qu'on peut parler d'un facteur déterminant dans ce match? Parce que je sais hier que tu nous as fait l'éloge de Stéphane Parez qui a récupéré sa place dans le set titulaire. Avoir Antoine Dupont en sortie de banc, c'était quand même un sacré atout pour l'équipe de France pendant cette compétition. Bah, à l'inverse d'avant-hier, du coup, je dirais. Cette fois-ci, c'était Dupont qui s'est plus montré dans ses entrées de jeu. Il a été déterminant, que ce soit en demi-finale où il a apporté beaucoup plus de jeu, beaucoup plus de largeur, qui a pu emmener à ses essais pour nous permettre de nous qualifier en finale. Et en finale, il a vraiment été déterminant. Donc, il rentre à la mi-temps et on voit quand même un différentiel par rapport à Stéphane Parès, bien qu'il ait fait un tournoi hors norme. Et il nous emmène à avoir trois essais. Pratiquement certains coups sur coup, donc c'était vraiment bien, il était vraiment bon et on voyait qu'ils avaient la dalle. Moi, c'est ce que j'avais vu déjà contre l'Afrique du Sud. On a eu du mal à rentrer, mais dès qu'on a mis un essai, en fait, la machine, elle était instoppable. Et je pense que le public a aussi beaucoup joué. Et une fois qu'on met le premier essai, en fait, on met et le deuxième et le troisième face à l'Afrique du Sud, et bah, c'est un peu, il y a un peu eu le même schéma, j'ai trouvé face aux Fidji. On savait qu'on partait pas du tout favoris. Les Fidji, on rappelle, ils sont champions olympiques, ils sont monstrueux, que ce soit physiquement, enfin, dans tous les domaines du jeu. Et donc on a eu cet essai dès le début, dès la deuxième minute de jeu, quelque chose comme ça, qui nous a fait douter honnêtement, mais on est reparti direct. Tous les supporters étaient derrière nos bleus. Et une fois, moi j'ai senti qu'une fois que on avait marqué cet essai pour revenir au score, en fait, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait nous stopper parce que il y avait une ferveur telle que en fait on nous voyait mal perdre. C'était le cas en tribune, mais je pense que le déclic derrière la télé, pour nous, Mathis, ça a été ce deuxième essai. Certes, Antoine Dupont, après, confirme les troisième et quatrième, mais ce deuxième essai avec cette chevauchée où on voit à 2 reprises, on le voit qui s'arrête, qui attend que le joueur fidjien ait rebaissé son bras pour faire la passe dans le bon timing. C'est le déclic et le tournant du match, finalement, au retour de la pause. Les Français montrent qui vont pas seulement répondre à l'Afrique du Sud et qui vont mener dans cette partie, à l'Afrique du Sud, au Fidji, et qui vont mener dans cette partie.
Ouais, bah, je suis d'accord avec toi parce que ça nous permet de prendre l'avantage, tout simplement déjà psychologiquement. Je pense que c'est un premier avantage sur les Fidji parce qu'on n'avait jamais été devant. Si, dans les phases de poule, on met premier essai, mais bon, après, ça finit avec l'écart qu'on connaît, donc c'est pas vraiment comparable. Là, on prend l'avantage, on est dans la deuxième mi-temps. Psychologiquement, peut-être que ça les a fait douter. Déjà, de voir que Antoine Dupont sort du banc et qu'il est directement efficace, qui fait mal à la défense. Ça a dû jouer et puis bah, derrière il a confirmé avec le dernier essai pour parachever la victoire des Bleus. Des bleus dominants et en fin de match, Maxime, les Fidjiens n'y arrivaient plus tout simplement. Les Français vaillants ont réussi à les faire déjouer. À quel moment en tribune est-ce que vous avez compris que c'était fini, que la médaille d'or était au bout de ce match? Euh, Honnêtement, 3 minutes avant le match, on voyait qu'on était quand même au-dessus, que ce soit physiquement et même où on était sur le terrain, on a quand même bien joué. On voyait les joueurs se parler, dire qu'il fallait calmer le jeu, pas trop, euh, pas trop s'exposer au risque d'avoir un contre ou d'avoir une relance rapide et du coup de relancer le match. Et on les sentait dans la maîtrise, on voyait pas grand-chose en fait pour pouvoir aller contre cette victoire des Bleus. Enfin, c'était vraiment c'était fou. D'un coup, tout le monde a compris, même si c'était pas la fin, qu'on allait être champion olympique et de là où on vient après les problèmes qu'on a eu à Tokyo et là on est arrivé à Rio. On était quand même tous heureux et je pense que c'était aussi une revanche par rapport au Rio à 15 où on avait quand même eu un goût amer de cette Coupe du Monde qui avait pas qu'on aurait aimé voir plus loin pour les Bleus. Ouais, l'aventure s'était arrêtée trop tôt à la Coupe du Monde et maintenant, bah, en rugby à 7, c'est un pari réussi. Alors j'ai envie de dire pari réussi pour Antoine Dupont, forcément c'est lui la superstar. On en a parlé hier déjà de dire qu'il fallait pas tout concentrer sur lui et le fait que c'était un collectif qui s'impose. Mais le pari réussi, il est aussi de l'intégrer Mathis dans ce collectif et de réussir finalement à avoir un mélange qui fonctionne et un mélange qui bah, soudainement passe comme l'a dit Maxime, Tokyo à des champions olympiques pour la première fois de l'histoire du rugby à 7 en France. Ouais, absolument. Bah, déjà pour le rappeler, mais du coup ils sont pas allés à Tokyo les joueurs du rugby à 7, donc ça fait quand même une sacrée différence entre ces deux Olympiades. Et tout à fait sur le côté réussir à l'intégrer, mais pas non plus la superstar au point d'oublier ses coéquipiers. Après c'est pas le caractère d'Antoine Dupont, mais il aurait pu bah, tout simplement monopoliser un peu les attentes ou peut-être même mettre la pression. Indirectement sur ses coéquipiers parce que jouer avec une telle star, ça peut peut-être pétrifier pour ces joueurs-là qui sont peut-être pas forcément à côtoyer bah, un joueur du calibre d'Antoine Dupont. Il y avait l'atmosphère, on en a parlé aussi du Stade de France qui aurait pu voilà, mettre tout ça sous pression, mais non, je pense qu'au contraire, ça a été un travail, je pense, de plusieurs mois, hein, peut-être même plusieurs années, de réussir à l'intégrer dans le collectif et le choix tactique, qui n'en est pas vraiment un, mais de le faire sortir du banc, qui a été oublié sur les premiers matchs, qui s'est avéré payant parce que pas besoin de dénaturer cette équipe, juste de lui apporter ce coup de grâce supplémentaire pour bah, tout simplement aller remporter cette médaille d'or. Pour la petite info, quand même, il y avait eu que 2 fois le rugby à 7 au jeu et 2 fois les Fidji avaient remporté la médaille d'or, donc c'est quand même historique. C'est une performance exceptionnelle et qui lance idéalement ces Jeux Olympiques pour l'ensemble de la délégation française. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le rugby. Maxime, toi qui étais au stade, si tu veux nous dire un dernier mot là-dessus, et puis sinon on va enchaîner. Ah, le peuple est heureux, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était magnifique. On est tous contents. Tout fan de rugby est vraiment heureux ce soir et on espère que ça va continuer pour les autres épreuves pour la France. Et j'ai envie de dire pas que les fans de rugby, c'est ça qui est formidable avec les Jeux Olympiques, c'est que des gens comme moi qui d'habitude ne regardent jamais le rugby ou en tout cas seulement les grandes compétitions ont pu se réjouir de voir ces Français pendant 3 jours, enfin 4 si on compte l'interruption ce vendredi. Et c'est une équipe qui a été finalement à l'image de ce qu'on va attendre des équipes de France pendant ces Jeux Olympiques, une équipe fédératrice
et qui repousse finalement les limites de ce que l'on pensait être possible dans son sport. Maxime, tu n'es pas le seul à être à avoir vu un sport aujourd'hui, à t'être rendu sur un site olympique. Hier, on avait eu Gaëtan qui nous avait raconté son aventure à la Beaujoire pour aller voir un certain Espagne-Japon en football féminin. On a fait football, rugby. C'était mon tour aujourd'hui et je suis allé voir du cyclisme. Ça tombe bien, c'était pas très loin de chez moi, donc j'ai monopolisé un petit peu la parole. Mais voilà, je vous ai pris quelques plans déjà pour constater que c'est extrêmement accessible le cyclisme, et ça c'est quand même un point très positif. Il n'y a pas besoin d'avoir de place pour déjà voir les athlètes. Après leur course, j'ai pu apercevoir certaines des cyclistes ici, notamment Audrey Cordon-Rago, la française, qui a terminé 9ème donc de l'épreuve du contre-la-montre, puisque c'est de cela qu'il s'agit, du cyclisme sur route, qui partait donc depuis le pont Alexandre III, ou juste derrière, et puis qui derrière emprunter un parcours long de 32,4 km, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Et donc je me suis tout simplement rendu sur ce site en accès libre, et j'ai trouvé une place. Vous voyez, on a en face le panneau qui signifie qu'on est à 150 mètres de l'arrivée, donc à la fois juste avant le dernier virage et juste après le départ également. Je crois qu'il y a un peu plus d'1 kilomètre avant d'arriver à l'endroit où j'étais, et on est juste à côté des cyclistes. Donc ça, c'était quand même vraiment un gros kiff. L'ambiance était géniale. Normalement, vous avez un petit peu de son. Hier, je sais que je me suis planté sur le son quand Gaëtan nous en parlait, mais à chaque fois qu'un cycliste qui passait, tous étaient applaudis. Alors forcément, bon, il y en a un qui a gagné à l'applaudimètre, c'est monsieur Kevin Vauquelin, le français. Tout le monde n'attendait que de le voir passer, même si la course a été compliquée pour lui. Crevaison après seulement 3 km, changement de vélo. Donc voilà, malheureusement pas de médaille pour Kevin Vauquelin, mais il aura l'occasion de se rattraper samedi prochain, puisqu'il fera partie de l'équipe de France qui prendra part à la course en ligne, aux côtés de Julien Alaphilippe, Christophe Laporte et Valentin Madouas. Là-dessus, on visera très certainement une médaille, mais on aura le temps d'en reparler. On savait de toute façon que sur le contre-la-montre, on n'était pas favoris. Les favoris, c'était Joshua Tarling pour ce qui est de la Grande-Bretagne, qui lui a chuté et échoue à 2 secondes de la médaille, récupérée par Wout van Aert. L'Italien Filippo Ganna termine deuxième, tout en puissance, avec une fin de parcours absolument exceptionnelle. Mais la breloque d'or revient à l'autre chouchou du public, Remco Evenepoel, qui a été très très chaleureusement applaudi par le public français, qui a vraiment apprécié vraisemblablement son Tour de France pendant les 3 semaines que l'on a vécues au mois de juillet. Remco Evenepoel, qui a terminé 3ème du Tour et qui, en sortie de ça, est tout simplement venu sur les Jeux Olympiques, et c'est lui que vous apercevez au fond de l'écran. Les supporters étaient clairement présents pour le soutenir. Ça scandait des Remco un petit peu dans tous les sens. Et résultat, il a répondu présent, même sur un tracé où il avait signifié la veille que les routes étaient, je cite, dégueulasses. Finalement, la pluie ne l'a pas empêché d'aller décrocher cette première médaille d'or pour la Belgique, en plus, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'était un gros kiff que d'aller suivre cette épreuve, et j'espère vous reparler rapidement de cyclisme. De toute façon, a priori, je me rendrai samedi prochain sur l'épreuve de la course en ligne, qui elle aussi sera ouverte. Mais en tout cas, c'est très cool d'avoir des épreuves comme ça où on peut juste se pointer sur le bord des routes. Je sais que ce sera pareil pour le marathon et pour d'autres épreuves aussi, je l'espère. En tout cas, un kiff de découvrir ce qui était pour moi personnellement ma première épreuve olympique. Les gars, si vous avez regardé le chrono, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, ou est-ce qu'on enchaîne sur le point bleu? J'ai une petite question à te poser, si ça ne marche pas. Ah bah bien sûr. Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu 2 Françaises qui participaient? Parce que je pensais que c'était un cycliste par nationalité, comme t'as dit qu'il y avait une Française. Je sais qu'il y en a une qui a fini au pied du podium. Si t'as la réponse, je sais pas si c'est pas une question piège en tout cas. Non, du tout, t'as raison de la poser d'ailleurs, parce que j'ai parlé un petit peu trop du contre-la-montre masculin, parce que j'étais que sur place uniquement pour le contre-la-montre masculin. Effectivement, alors c'est une question de classement des équipes nationales, tout simplement. Il y a le classement UCI, on a un certain nombre de points, et les Français masculins, on est franchement pas très bons en chrono. On atteste aujourd'hui la 14e place de Kevin Vauquelin, même si la course a été particulière.
Alors qu'en revanche, du côté des féminines, on a des très bonnes rouleuses, à l'image donc d'Audrey Cordon-Rago au 9e, mais aussi de Juliette Labou qui a fait un super parcours. Elle était 5e des championnats du monde l'an passé. Là, elle termine 4e, malheureusement au pied du podium, à 9 petites secondes de la médaille. Mais elle a fait une super course. Et donc c'est une question de classement UCI. Et après, en fonction donc, du nombre de places qui est attribué, c'est le sélectionneur français qui choisit qui est-ce que l'on envoie. Ça veut dire, Jean, que c'est un peu comme le classement UEFA en C'est ça, comparaison? et après, oui, c'est ça. Et après, à Ok. partir du moment où tu fais partie des sélectionnés, tu décides par contre de qui tu envoies. Hein. C'est pas les cyclistes les mieux classés qui s'y rendent, c'est le sélectionneur qui fait des choix stratégiques. Parce que du coup, pour prendre l'exemple, chez les hommes, il y a les Belges qui ont fait 1 et 3. Déjà, j'aurais pu réfléchir comme ça. Exactement, ouais, les Belges avec Remco Evenepoel et Wout van Aert. Ils sont pas passés loin du doublé, mais Philippe Ogana est finalement venu s'intercaler. Voilà donc pour le petit point cyclisme. On va enchaîner avec le point bleu, puisqu'il y a eu d'autres médailles françaises, pas seulement le rugby à 7 aujourd'hui, et c'est pour notre plus grand plaisir. Alors on avait parlé hier pendant l'émission de 4 potentielles médailles. L'équipe, dans ces fameux pronostics sur lesquels on va s'appuyer, je pense, tout au long de ces 2 semaines, nous annonçait 4 médailles d'or. On a eu 4 médailles, malheureusement il n'y en a qu'une seule en or du côté du rugby. Déjà pour reprendre ce dont on avait parlé, on avait parlé de médailles en judo notamment. En judo, les deux judokas que l'on avait qui étaient engagés ont bien répondu présent en allant chacun chercher une breloque. Malheureusement, il n'y a pas de titre. Ça fait un petit moment que je parle, donc les gars, je vais vous laisser attaquer sur Chérine Boukli. Malheureusement, déception d'être éliminée en quart de finale. Néanmoins, elle a su se remobiliser pour aller chercher une médaille de bronze. Ouais, carrément, je dirais d'un côté un petit peu déçu quand même parce que j'aurais bien aimé aller la voir chercher cette médaille d'or, notamment face à la japonaise Tsunoda qui est impressionnante. Je sais pas combien de temps ont duré ses combats. J'ai pas vu ses autres combats derrière, mais en tout cas, son premier tour, je l'ai vu et pareil, ça dure 30 secondes. Elle fait la même prise Elle a été et monstrueuse. merci, Ouais. au revoir, je passe au tour suivant. Exactement, donc franchement, d'un côté, est-ce qu'elle était pas tout simplement plus forte? Certes. Et après, il y a eu la belle réaction parce que l'avantage aussi du judo, c'est qu'en perdant en quart de finale, on peut aller chercher une médaille. C'est quand même très rare, je pense, dans les autres sports. Et ça a carrément joué en faveur de Chirine Boukli qui, derrière, fait le travail. Médaille de bronze, d'un côté, déçu, donc comme je disais, parce qu'on aurait préféré voir la médaille d'or, mais d'un autre côté, est-ce qu'elle pouvait pas faire, est-ce qu'elle pouvait faire mieux? J'en suis pas vraiment sûr. Non, effectivement, elle l'a dit elle-même que malheureusement, elle est juste tombée sur une fille qui était sur une autre planète aujourd'hui, la japonaise Tsunoda. Il faut saluer cette médaille d'or qui a été juste impressionnante hein, dans tous ses combats. Le seul petit point noir, c'est que malheureusement, Chérine Boukli perd sur la même prise qu'il avait vu perdre face à la même combattante en finale des championnats du monde. Donc voilà, ça c'est un petit peu le point sur lequel on peut être déçu. Maintenant, c'est une belle médaille de bronze. Le mieux qui était possible, du coup, sans doute aujourd'hui, c'était l'argent. Maxime, je sais pas ce que tu as pu voir aujourd'hui. Tu as pu voir un peu de judo ce matin? Non, pas trop. J'ai pu voir légèrement l'escrime. Donc, je pense on va pouvoir en parler. Et après, j'ai suivi un peu Lucas Mkadze, Ouais. qui s'est incliné face au Kazakh, si je me trompe pas. Qui, et c'était un peu, je sais pas si c'était 50-50, je dirais pas 50-50, mais il pouvait aller chercher l'or. Malheureusement, il est tombé sur plus fort que lui, je pense. Donc c'est quand même une très bonne médaille. Il me semble qu'il est troisième au dernier JO. Là, il est deuxième. Donc c'est déjà ça. Pour le coup, C'est une médaille à la maison. Comment? Pour le coup, moi j'ai un peu plus de regrets sur son combat parce que je trouve que, enfin, tu vois, par rapport à Tsunoda, où bon, en vrai, elle est en dessous malheureusement, mais il y a vraiment un gap et d'ailleurs elle l'a elle-même dit, donc bon, voilà, forcément c'est un peu plus facile à accepter. Là où ça joue vraiment sur un détail dans la dernière minute du combat, Oui. je crois qu'il y avait deux cartons jaunes à un, enfin, il était avant qu'il y ait cette prise. Il était devant et ça aurait vraiment pu basculer pour lui. C'est là où on peut avoir un peu de regret. Après, médaille d'argent, c'est quand même très bien. Mais moi, personnellement, en tout cas, j'ai un peu plus de déception sur ce combat-là où je pense qu'il était plus en capacité d'aller chercher l'or, en tout cas. Ouais, effectivement, hein, de toute façon,
on avait parlé de deux chances de médaille d'or, mais comme on l'a dit, la japonaise Tsunoda paraissait parfaitement imprenable, alors que le Kazakh a simplement très bien joué, à l'expérience aussi, hein. Il a été médaillé d'argent à Rio, déjà en judo, hein, pas dans un autre sport, hein, de bronze à Tokyo, donc il avait cette expérience-là des grandes compétitions. Lucas Mkeze l'avait Il me semble qu'il est, lui aussi. il est champion du monde, non? Oui, 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 je crois, enfin je Il me confirme ça, semble mais il l'a été. aussi. Donc pour Lucas, c'était sa première finale olympique contre un adversaire aussi, il faut le dire, qu'il n'avait jamais affronté. Ça joue, il en a parlé en interview, mais c'est vrai que il a estimé lui-même qu'il aurait peut-être dû être un petit peu plus patient face à un adversaire qu'il ne connaissait pas. On l'a vu très offensif de toute façon dans tous ses combats, hein. On a vu qu'il y avait beaucoup d'envie. Malheureusement, ouais, face à cet adversaire qu'il ne connaissait pas, il aurait peut-être fallu être un petit peu plus timoré, Mathis, si tu veux en rajouter là-dessus. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Il avait ce côté entreprenant qui est d'un certain aspect plutôt positif, encourageant. On voit cette envie d'aller vraiment mettre au sol son adversaire et de prendre l'avantage, de peut-être aussi éviter les cartons jaunes pour refus de jeu ou des choses un petit peu bêtes qui pourraient le pénaliser dans sa finale. Mais comme tu l'as dit, à force d'être trop entreprenant, on peut tomber sur la rencontre. C'est ce qui est arrivé. Le manque de patience, malheureusement, ça lui a coûté sa médaille d'or. Après, c'est quand même un beau parcours. Il a plutôt fait, hormis la finale, forcément, pour y arriver, c'est que c'était plutôt une bonne journée pour lui. Et tout n'est pas acheté non plus. C'est quand même une belle médaille d'argent, je pense. Ouais, effectivement, cette journée, malheureusement, qui avait si bien commencé pour nos athlètes français avec un huitième de finale où ils ont tous les deux combattu en même temps et réalisé un hippon quasiment à la même seconde. Incroyable. Incroyable, ouais, moment de sport fou, mais malheureusement ça ne se termine pas donc sur deux titres olympiques. Il y a quand même deux médailles à la clé et on a même pris un petit peu d'avance sur c'était assez inespéré d'ailleurs, sur le programme de médailles de l'équipe, en tout cas les prédictions, puisqu'il y a quatre médailles. Il n'y a pas de médaille en skateboard, mais parce que le skateboard a été repoussé à cause de la pluie. Donc on devra attendre Oui. lundi pour Aurélien Giraud, qui a une très belle chance de médaille française. Clairement, il vise l'or, c'est annoncé, donc on espère qu'il y parviendra. Mais à côté de ça, il y a eu une médaille qu'on attendait peut-être un peu moins. Alors Gaëtan l'avait mentionné hier, on a une très très belle délégation en escrime. Et la première qui a répondu présent aujourd'hui, Maxime, c'est Oriane Malo-Breton. Il y a une finale, il n'y a pas encore de victoire, mais ça reste une première médaille olympique pour celle qui était sixième mondiale avant ces Jeux. Ouais, non, mais c'est super déjà pour la délégation française d'escrime. On sait qu'il va sûrement en avoir d'autres parce on a quand même de très bons épéistes et même sabristes. Je sais même pas si c'était comme ça. Enfin bref, on a une bonne délégation dans ce sport-là, donc je pense que d'autres médailles viendront compléter à celle-ci. Mais c'est vrai que je pense que sur la finale, bon, moi je l'ai vu, je vous avoue, dans le RRB en rentrant et c'était un peu frustrant. La Française menait, il me semble, 7 ou même 8-1 et s'est fait remonter au fur et à mesure et a fini par s'incliner 15-12. Donc c'est le seul regret. Après, bon, comme tu l'as dit, elle a été sixième avant ces Jeux. Donc je pense que c'est un énorme point positif déjà. Et c'était une médaille, une première médaille qui était inattendue. Donc c'est très bien pour la France qui a déjà le nombre de médailles porté à 4 à la fin de cette première journée officielle, entre guillemets. Ouais, alors juste Puis pour... bah, quand même, ce qu'il faut Vas-y, aussi, je t'en prie. je veux dire, en face, c'était la numéro 1 mondiale. Donc, d'un côté, certes, elle mène 7-1 et elle est toute proche, enfin, toute proche. Elle a fait une grosse partie du travail pour, pourquoi pas faire un exploit. D'un autre côté, face à la numéro 1 du moment, c'est aussi ce qui peut expliquer bah, qu'elle se soit fait remonter. Apparemment, il y avait une ambiance de fou au Grand Palais. Je n'ose pas imaginer parce que j'ai juste entendu les premières minutes, ça avait l'air d'être complètement dingue. J'ai vu qu'il y avait le président Macron qui était là aussi. Enfin, il y avait du beau monde et forcément, elle peut avoir une pointe de déception. Mais d'un autre côté, elle n'est pas passée loin de passer à la trappe dès son premier tour, je crois, parce qu'elle perdait 13-11 dans la dernière minute. Elle revient à 13-12, 13-13 il reste 4 secondes quand elle égalise. Et derrière, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais sur la touche en or, enfin, vous m'aurez compris, elle gagne 14-13. Donc d'un autre côté, ça aurait aussi pu s'arrêter bien plus tôt pour Oriane Malo-Breton.
Ouais, effectivement, et c'est une superbe première médaille donc pour l'escrime française en épée féminine, hein, pour préciser quand même, parce que vous le savez, mais on a trois disciplines différentes en escrime, le sabre, l'épée et le fleuret. Donc on suivra les différentes compétitions pendant ces 2 semaines. L'ambiance, on va en reparler d'ici quelques minutes, mais avant ça, on a quand même quelques autres performances françaises à mentionner. Déjà, allez, partons peut-être sur les déceptions pour commencer. Malheureusement, Estelle Mosley, la boxeuse, a été éliminée dès le premier tour. Le combat s'est joué il y a quelques minutes maintenant. Championne olympique à Rio en 2016, elle était repassée en amateur pour essayer de revenir jouer une médaille ici à Paris. Et malheureusement, le pari est raté. Maxime, c'était une de tes attentes de ces JO. J'imagine qu'il y a de la déception. Bah ouais, hein, c'est comme ça. Après, je pense que un peu le coup de flamme qu'elle avait eu à Rio avec Tony Yoka, son compagnon, c'est un peu éteinte. Mais bon, c'est comme ça. C'est sûr qu'on est un peu déçu, mais on n'espérait pas une médaille, mais on espérait voir quand même une bonne performance de sa part. Donc, moi, je suis déçu, mais c'est comme ça. C'est un peu ça. Enfin, elle a pas été non plus flamboyante. Elle a perdu séquement face à l'américaine. Donc, déçu, mais bon, c'est le jeu. On va dire c'est comme ça. Une défaite logique, ça n'a pas été la seule. Aujourd'hui, les Françaises du relais 4x100 mètres en natation se sont inclinées, 4x100 mètres nage libre, hein, pour préciser. Maintenant, la performance aujourd'hui, c'était quand même d'avoir atteint la finale. On a eu, Mathis, on en parlait avant l'émission, notre première interview avec Nelson Montfort. L'objectif, elles l'ont dit, c'était de se qualifier pour la finale. La natation commence doucement, mais il y a des belles choses qui arrivent. Dès demain. Dès demain, on va en reparler. Petite passe D, mais il y a encore 2-3 trucs qu'il faut qu'on évoque. Juste avant, notamment les compétitions qui sont en cours. On avait du handball. Alors le foot, ça doit pas être tout à fait terminé. Je sais pas si vous avez un œil sur les scores. En tout cas, on avait trois Attends, équipes je vais te dire de, ça. de sport co en cours. Ouais, moi aussi, Euh, Il y a 0-0 j'ai le pour foot l'instant. sous les yeux, là. Ouais, pareil. Voilà, 0-0 pour J'ai 0-0 de mon côté. France-Guinée. Et le handball, on était en train de se faire peur au moment de lancer ce live. Les gars, le match doit être terminé. Est-ce que vous avez des nouvelles? Bah là, on s'est fait très 36-29, peur. il Il y a reste, il 36-29. Ouais. reste une minute Il reste une minute. pour Bon, le 36. Danemark. Bon, après, c'est Pour le c'est les Danemark. gros clients de la compétition, donc c'était un peu Effectivement. attendu. Mais c'est sûr, pour une équipe de France qui doit dérouler normalement, bon, peut-être pas face à une équipe de ce calibre, mais c'est sûr qu'un score aussi sévère pour l'instant est un peu frustrant. Ouais, Ouais, malheureusement. pendant le match, devant là, sous les yeux, depuis tout à Là, l'heure, je l'ai pas. ils ont pris 2 minutes, un joueur qui a pris 2 minutes et ils ont joué sans gardien et ils enchaînent les pertes de balles. Donc là, il vient d'y avoir 2 ou 3 buts de suite dans le vide. Donc, bon, un peu embêtant, mais c'est Oui, aussi peut-être ce qui aggrave le score. D'autant plus qu'ils avaient plutôt bien commencé parce que je crois qu'au premier quart d'heure, il y avait +3 ou +4 même pour les Français. Enfin, ils étaient vraiment bien rentrés oui, oui, dans leur j'avais vu ça. tournoi. Au final, là, ça vient à l'instant de se finir 37-29 pour les Danois. Donc, quand même, grosse déception d'entrée pour les hommes de Nicolas Karabatic. Ouais, effectivement, on est habitué à avoir la France en or sur ces compétitions. On n'est également pas habitué à perdre pour nos entrées en matière en sport collectif. Je crois que c'est notre première défaite sur un match d'ouverture en sport co sur ces Jeux de Paris 2024. Le rugby a perdu, mais c'était sur le troisième match. Donc bon, on va attendre une réaction. C'est pas synonyme d'élimination, hein, pour le handball. Donc il reste encore du chemin. La route est longue jusqu'à la médaille d'or. Mais on surveillera forcément les prochains matchs et ils vont s'enchaîner très rapidement. 6 matchs, hein, en handball pour arriver jusqu'à finale. Donc ça va être très rapide. Les gars, on enchaîne. Je pense qu'on a fini sur le point bleu, à moins que vous vouliez mentionner une autre performance. Victoire de la France face au Brésil au basket. Donc On va c'est en c'est plutôt parler. cool. On a eu 4 défaites de suite, donc c'est plutôt pas mal. Mais si on en parle, je te laisse la main. Effectivement, Maxime qui, dans le RER, n'a pas eu le temps de lire le conducteur, mais il nous fait une transition parfaite, une passe décisive en direction des coups de cœur, car Mathis, c'est ton coup de cœur. Après une entame très difficile, on était assez largement mené dans le premier quart-temps. Les Français ont très bien réagi face au Brésil. Victoire d'entrée pour l'équipe de France de basket masculine.
Exactement, ouais, c'est ça. L'intitulé de mon coup de cœur, c'est la belle réaction des basketteurs. C'est pas forcément le match en général parce que ça a été un petit peu compliqué pour commencer. Donc justement, j'ai envie de mettre en avant cette réaction. Tu l'as dit, Jean, on a compté jusqu'à 12 points de retard dans le premier quart-temps ou au début du deuxième. Mais bon, c'est quand même ça commençait à être assez important. On a vu Vincent Collet qui avait l'air, je dirais pas sans solution, mais qui semblait inquiet, qui trouvait pas le plan de jeu qu'il fallait. L'adresse des Brésiliens, ils ont commencé vraiment fort en scorant à 3 points. Et finalement, ajustement défensif, on a fait sortir Gobert. En plus, il avait pris 2 fautes. Enfin bref, on a mis Albissi, le petit meneur, mais très fort défenseur, justement pour contrarier les montées de balles brésiliennes. On est devenu tout de suite d'un coup, vraiment, je pense que c'est l'entrée d'Albici qui s'est propagée un peu à ses coéquipiers. Les cinq joueurs sont devenus agressifs dans le bon sens du terme. Il n'y avait plus un panier qui rentrait pour les Brésiliens. Et en plus de ça, ce qui manquait, je ne sais pas si vous avez pu regarder le match, mais c'est que Wemby, dans le premier quart-temps, il joue euh, très loin du panier. Alors certes, il est capable de mettre un gros tir, il est capable de faire une belle action, mais il est quand même bien plus efficace quand il est à 2 mètres de la raquette, qu'il est capable d'aller enfoncer son défenseur. C'est ce qu'il a fait dans le deuxième quart-temps. Et il y a un passage de fou où on fait que de défendre. Derrière, on donne la balle à Victor au poste. Un dribble, deux dribbles, il se retourne, petit shoot. L'action d'après, il va dunker. L'action d'après, il va dunker. C'était impressionnant. Le momentum à ce moment-là qu'on a eu et qu'on a hyper bien utilisé. Donc c'est ça que j'ai eu envie de mettre en avant, c'est cette capacité à réagir. Surtout, Maxime, tu l'as dit en plus, après 4 défaites consécutives en prépa où c'était un peu inquiétant. Alors certes, il y avait pas non plus tout acheté, mais c'était pas grandiose. On a aussi joué contre des belles équipes, il fallait le souligner. Mais c'est clair qu'elle fait du bien, d'autant plus qu'il y a un deuxième match contre le Japon qui, bon, sans manquer de respect aux Japonais, sont un petit peu plus abordable, même s'ils ont 2 joueurs NBA, avant, si tout se passe bien, de jouer la finale du groupe contre l'Allemagne, les champions du monde en titre, qui pourra être très très sympathique. Et puis aussi à souligner, quand même, parce que, bon, Jean, on a fait nos études à Lille, la très très belle ambiance du stade Pierre-Mauroy, 27 000 personnes qui ont mis le feu, c'était vraiment hyper agréable à regarder. Ouais, effectivement, je te relance quand même là-dessus sur cette équipe de France de basket. On sait hein, que intrinsèquement, il y a des équipes qui vont pouvoir nous faire du mal. Bon, je pense forcément si on prend juste la qualité des joueurs au Team USA, hein, là c'est absolument imparable. Néanmoins, la force de cette équipe de France, elle est notamment collective, défensivement. On voit que on est capable d'être franchement solide. Et aussi peut-être dans le fait de trouver des leaders pendant ce match. Alors moi, je m'en suis noté deux chacun dans leur rôle, mais qui finissent, si je ne m'abuse, co-meilleur buteur. C'est Nicolas Batum et Victor Wembanyama. Deux hommes qui font une grande performance. Toi, je ne sais pas quel est le joueur dont tu as le plus envie de souligner la performance aujourd'hui, ou si justement tu veux aussi appuyer sur ce collectif. Ouais, non, je suis d'accord avec toi sur l'aspect collectif. Batum, franchement, ouais, il faut quand même le mettre en avant parce que j'ai parlé de Victor Wembanyama parce que c'est lui qui score au moment où on est en train de remonter sur le Brésil et donc c'est un peu le moment marquant de la rencontre dans le sens où on fait la bascule, on prend l'avantage et on n'a plus jamais lâché l'avantage même s'ils sont revenus à 3 points à un moment donné, les Brésiliens. Mais c'est clair que Batum, 35 ans, il en a fait des campagnes avec l'équipe de France, mais d'afficher ce niveau-là, vraiment bien plus dans le jeu, je trouve, bien plus efficace, bien plus utile même que Fournier qui est censé être le leader offensif. Après, Nico Batum, c'est le capitaine et il l'a parfaitement montré. Que ça soit dans le scoring, parce que tu l'as dit, marqueur avec 19 points, mais aussi défensivement, je sais pas combien d'interceptions il fait, de contre. Enfin, c'est vraiment une solidité qui a lancé le groupe parce que d'un côté, je le mets en avant, mais je me mets aussi en avant le collectif, comme tu le disais, c'est que ça a insufflé vraiment une motivation à ses coéquipiers qui derrière a permis de faire un gros écart avec le Brésil, même si pour nuancer un peu, pardon, tout n'est pas parfait. On a vu qu'on est capable d'avoir un petit peu des trous d'air. Début du match, on est à -12. Et dans le quatrième, où on était à +12 à la fin du troisième, ça semblait une belle victoire acquise. Ils sont venus à 6 points, les Brésiliens. On a eu chaud et il a suffi de ça pour qu'on remette le coup d'accélérateur. C'est limite un peu dommage qu'on ne réussisse pas, pardon, à vraiment se mettre à l'abri dès le début. Ça serait plus simple. Mais bon, la victoire, c'est l'essentiel.
Effectivement, la victoire. Et donc, tu nous as parlé un tout petit peu plus tôt de l'ambiance au stade Pierre-Mauroy, également au Grand Palais pour l'escrime, au Palais éphémère pour le judo. Je me permets d'ajouter, j'en ai parlé pour le cyclisme aussi. Mon coup de cœur plutôt, aurait pu aller franchement. Je veux quand même le mentionner sur ces ambiances que l'on a dans les différentes arènes de ces Jeux Olympiques parce que franchement, depuis 2 jours, on se régale. La natation ce matin pendant les séries, même aux commentaires, c'était Laure Manodou et Camille Lacour, me semble-t-il, qui hallucinait Camille complètement Lacour, ouais, exact. il disait qu'il n'avait pratiquement, enfin, certainement jamais vu ça en France et pratiquement jamais vu ça à l'international, de telles ambiances. Donc pour l'instant, on se régale dans ces Jeux de Paris 2024. Et ça, franchement, c'est quand même un gros kiff. Mais voilà, il fallait qu'on parle d'autre chose, d'un autre moment qui nous a tous, je pense, fait énormément plaisir, qui nous a fait rêver. C'est cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Moi, c'est mon coup de cœur. Je l'ai suivi depuis une fan zone, donc j'ai pas forcément vu tous les moments, toutes les danses notamment et tout ce qu'il y a eu, mais c'était vraiment fabuleux. C'était époustouflant. Chaque nouvelle idée était magnifique. Les photos sont sensationnelles. J'en affiche que 2, mais Marie-Josée Pérec et Teddy Riner qui allument la flamme olympique. Bon, bah déjà, sur le choix, franchement, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Tant qu'on parle des relayeurs, les ultimes relayeurs, on a eu Zinedine Zidane qui sort. C'était magnifique. Il a été acclamé de partout. Ensuite, ce passage avec des sportifs internationaux, le casting était fantastique. Carl Lewis, Rafael Nadal chez lui, Serena Williams et Nadia Comaneci. Et puis derrière, bon bah je ne parle pas de tous les sportifs et les champions olympiques français que l'on a eu. Franchement, ce casting était fantastique. Les gars, je ne peux pas vous demander un seul truc à retenir de cette cérémonie, même si c'est quand même ce que je vais faire. Maxime, qu'est-ce que tu as préféré? Franchement, c'était magnifique de A à Z. Moi, j'étais heureux d'être français à ce moment-là, honnêtement. Enfin, j'ai regardé de la première seconde à la dernière. J'ai eu quand même un coup de cœur pour Céline Dion et son show en haut de la Tour Eiffel après 4 ans sans avoir chanté au public. Moi, je trouvais ça magnifique. Mais que ce soit même, j'ai adoré la partie de Lady Gaga. J'ai adoré, bon, moi qui fais l'équitation, le cheval sur la scène. Enfin, toutes ces choses-là, j'ai j'ai adoré. C'était magnifique. Donc, bravo au comité olympique français qui a organisé tout ça. Effectivement, on peut les saluer parce que, comme le disait Tony Estanguet pendant son discours, il y a pas loin de 10 ans de travail pour cette cérémonie, pour seulement 4 heures, si on peut dire ainsi. Justement, c'est une des questions que je voulais te poser, Mathis, parce que moi, étant sur place, les gens étaient extrêmement joyeux. Déjà, ça, je le dis, mais les gens étaient vraiment enthousiastes et ça fait du bien quand on voit toutes les critiques qu'il y a eu autour de l'organisation de ces Jeux Olympiques depuis des mois, voire des années. Est-ce que la cérémonie, peut-on dire qu'elle était un peu trop longue ou est-ce que franchement le spectacle était tel que peu importe, on s'est régalé? J'ai lu ça, ouais, j'ai lu, je crois que c'est l'équipe qui met dans son chapeau sur la une, avec quelques longueurs, donc sous-entendu que c'était un petit peu long. Franchement, moi, ça me choque pas, parce que, comme tu dis, je préfère retenir le fait que c'était grandiose, que c'était tellement extraordinaire, il y en a eu de partout, que franchement, ça vaut bien quelques longueurs, entre guillemets. Déjà, forcément, les délégations, il y en a tellement que bah, ça prend pas mal de temps. Je pense aussi, c'est que comme le show arrive après, bah, enfin, en même temps, mais le clou du spectacle, forcément, c'est à la fin. On avait déjà eu 2 heures de succession de délégations. Donc peut-être que ça a joué aussi sur le ressenti, que ça paraisse un petit peu long. Après, c'était aussi une bonne idée d'entrecouper le passage des délégations par des tableaux, comme ils sont appelés. Ça rendait la vision plus agréable. Franchement, moi, je j'ai rien d'autre à ajouter. Franchement, j'ai passé un super moment. Comme Maxime, fier d'être français. Et pour retenir un moment, moi, je dirais l'allumage de la Vasque par Marie-Jo et Teddy Riner. Je trouvais ça incroyable. L'image, tous les deux, avec leur flambeau et la Vasque qui s'envole, monumental. Ah, c'était fou et je pense que tu fais bien aussi de préciser sur cette organisation du passage des délégations. Moi, je te rejoins complètement là-dessus. Assez rapidement, je me suis fait la réflexion. En fait, c'est vrai que quand c'est dans un stade, franchement, moi, c'est pour ça aussi que je le mets en coup de cœur, c'est que je suis pas un grand fan des cérémonies d'ouverture parce que bah, rien que les délégations, ça dure 1 heure en fait. Et à ce moment-là, tout le monde dit un peu, bon, bah, on part devant la télé et puis rappelez-moi quand il y a la France.
Donc là, ça faisait plaisir d'avoir ce côté où c'était quand même un petit peu plus dynamique, même si forcément, bon, bah, il faut enchaîner plus de 150 pays. J'ai pas le chiffre exact d'ailleurs, j'aurais dû le rechercher. Mais en tout cas, il y a beaucoup Il y avait de. 205 délégations. Bah voilà, merci pour la précision. Donc ouais, beaucoup de délégations à faire passer. Et franchement, non, c'était une cérémonie magnifique qui nous donne des images magnifiques. Donc voilà, extrêmement heureux d'avoir pu voir ça. Et maintenant que ces jeux sont lancés, je suis quand même vraiment ravi de voir. Tiens, d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser, Maxime, sur les transports à la sortie du Stade de France. Parce que voilà, tant qu'on est à effacer les critiques, pour l'instant, pour ce qui est de se déplacer dans Paris, moi j'ai pas eu trop de soucis pour aller voir le cyclisme. J'ai pu y aller en vélo sans problème, il y avait des vélib, pas de soucis. Les transports, comment c'était à la sortie du Stade de France? Et bah écoute, quand j'y suis allé, c'était vraiment impec. Je crois que on n'a même pas eu de temps d'attente. Honnêtement, vraiment honnêtement. Dès qu'il y avait une porte où il y avait un peu moins de monde, il laissait passer des gens qui devaient passer à des autres portes pour que tout le monde entre dans le stade et qu'après il y ait une répartition. Donc ça c'était vraiment bien. Même aux abords du stade, il y avait des gens qui donnaient des indications en fonction de la porte où on était. Enfin c'était vraiment bien. Et pour ce qui est de la sortie du stade, donc moi je suis sorti un peu plus tard, mais ça a été quand même. Et de ce que j'ai entendu, en fait, c'était pour ceux qui sont déjà allés au Stade de France, ça s'est fait un peu comme au foot et même au rugby, c'était plutôt des par pack en fait, ils font passer au fur et à mesure des packs. Et franchement, j'ai dû attendre dans la queue 10 minutes, même pas. Donc c'était niveau organisation, c'était vraiment top et on a tout ce qu'il faut niveau sécurité. On sent que c'est quand même bien organisé, bien encadré. Enfin, vous voyez, ça, c'est même pas moi en soi. J'en ai même pas, mais c'est des gens, juste des organisateurs qui avaient pour tous les fans en fait. On pouvait aller se faire maquiller, on pouvait se faire teindre les cheveux. Enfin, il y avait plein de choses comme ça qui montrent qu'il y a quand même une bonne organisation derrière, excusez-moi, et que ça n'a pas été fait de dernière minute, ça a été bien réfléchi, donc c'est vraiment super pour ça. Bon, bah Et pour ce qui est fantastique. des transports, Ah bah vas-y, je t'en prie. notamment le métro, il n'y a Euh, pas trop de monde. Moi, j'ai pris la B, donc qui est une ligne qui, pour les Parisiens, le savent, a souvent des problèmes et il n'y a eu aucun problème. Il faisait en sorte qu'il y ait un certain nombre de personnes qui rentrent, qu'on soit pas écrasé et au final, non, non, franchement, j'ai rien à redire, même que ce soit enfin, dans tous les aspects où j'ai pu, enfin, que j'ai pu voir, que ce soit les fan zones, les transports en l'intérieur du stade, comment se restaurer, enfin, tout était vraiment très bien fait. En tout cas, aujourd'hui, à voir si ça continue et je l'espère. Moi, je saluerais une dernière chose en tant que Parisien habitué au transport très compliqué, c'est que pour se rendre à la fan zone de la cérémonie d'ouverture, il y avait des métros toutes les 3 minutes. C'est un bonheur. Voilà, c'est fantastique. Si ça pouvait être comme ça à l'année, ce serait génial. En tout Miracle. cas, ouais, miracle, effectivement. En tout cas, on salue effectivement, comme tu le dis très bien, l'organisation de ces Jeux Olympiques et de toutes les personnes qui travaillent dessus. Il y en a des dizaines de milliers et franchement, le travail est absolument impeccable pour l'instant. Bon, on n'est qu'au jour 2 certes, mais on a passé quand même la cérémonie d'ouverture qui était un des très gros temps forts. Donc espérons que cela continue ainsi, que l'ambiance continue d'être telle dans les stades, parce que pour l'instant, ces JO de Paris 2024 ont très bien commencé. Voyons maintenant comment ils vont continuer. On passe à notre dernière rubrique. Et demain, eh bien oui, parce que demain c'est la deuxième journée officielle de compétition. Et demain, il y a très exactement 11 médailles d'or en jeu, 11 titres olympiques, sur donc un total de 33 médailles. Alors on va avoir, pour les nommer rapidement, du tir pistolet à air comprimé, hommes et femmes, du VTT cross-country, du skateboard street féminin, s'il ne pleut pas bien évidemment, du tir à l'arc, du canoë-kayak, et puis de la natation, de l'escrime. Les gars, qu'est-ce qui vous donne le plus envie là, à première vue de ce programme? Mathis, qu'est-ce qui est le plus alléchant pour toi en ce dimanche? Ah, attention, hein, à l'entrée de Léon Marchand, je pense que c'est ce que j'attends le plus parce que pour moi, c'est notre athlète français un peu star de ces Jeux, en tout cas qui peut potentiellement nous ramener le plus de médailles. Ah, surtout au vu de sa montée en puissance sur les dernières années. Il y a eu le fabuleux championnat du monde à Fukuoka où il bat le record de Phelps, il prend 3 titres de champion du monde, je crois. Enfin, il fait une perf exceptionnelle. Il confirme sur sa saison aux États-Unis, sur sa saison universitaire.
Il y a entre guillemets tout qui est réuni pour que ça soit le roi, si je puis me permettre l'expression, de cette Olympiade avec ce passage de témoin, oui et non, parce que on l'a déjà eu un peu le passage de témoin avec Michael Phelps lors de justement ce record du monde. Mais on va dire entrer dans une nouvelle ère où il va pouvoir, j'espère, remporter ses premiers titres olympiques. Et pour atteindre Michael Phelps, il y a encore du temps parce que je le rappelle, c'est l'athlète le plus médaillé au JO avec 28 médailles et de très loin le plus médaillé d'or avec 23 médailles d'or, il me semble, où le deuxième en a 8. Ouais, effectivement, et j'en profite d'ailleurs pour saluer Cathy Ledecky chez les féminines, qui est devenue aujourd'hui la nageuse la plus médaillée, enfin co-nageuse la plus médaillée de l'histoire des JO. Très grosse performance, même si forcément elle n'a terminé que troisième de sa course, donc on l'a un petit peu moins souligné, et ce n'est pas fini, on la reverra dans ces Jeux Olympiques, l'Australienne. Alors Maxime, toi, quelle est l'épreuve qui est la plus alléchante? J'ose deviner qu'on va se diriger vers l'escrime et un certain Romain Canon. Ouais, honnêtement, ouais, je pense même si la natation me plaît toujours autant, vraiment, j'attends Canon. Il m'a fait un peu vibrer ces dernières années en tant que remplaçant surprise et de luxe des derniers JO. Donc, on espère que ça va se reproduire. J'ai un peu d'attente, même beaucoup, on va dire, sur lui et j'espère que tout va bien se passer. Après, c'est sûr que j'ai aussi envie de voir si c'est pas annulé, j'espère comment on va rendre le skateboard Ouais, féminin, il me semble. bien sûr. Donc ça j'ai hâte. Je sais plus si on a des chances de médaille, mais j'espère en tout cas juste pour voir parce que c'est un sport, j'avoue, j'ai pas trop regardé, mais ça pourrait me plaire, je pense. Donc à voir. Je pense que demain je vais me poser devant pas mal de sports et ça va être vraiment super. Effectivement, tu fais bien de parler de chance de médaille. Je me réfère donc aux prédictions de l'équipe. On nous parle aussi d'une chance de médaille en tir à l'arc. Là, j'avoue que je n'y connais absolument rien, mais on a l'épreuve par équipe féminine à partir de 17h11 selon le programme officiel. Donc apparemment, on a une chance de médaille à cet endroit-là également. Et puis bon, forcément, pour mentionner un dernier sport que je ne pouvais pas éviter puisque j'en ai parlé hier, c'était mon attente du côté des athlètes, l'athlète féminine que j'attendais, Madame Pauline Ferrand-Prévot. Bien évidemment, je la mets aux côtés de Loana Lecomte. Le VTT cross-country demain, l'épreuve féminine. On a deux très belles chances françaises. Loana Lecomte qui monte en puissance, qui prend plutôt en expérience. Ce serait un mot plus juste parce que la montée en puissance, elle avait eu lieu avant Tokyo 2020 où elle avait réalisé une belle 6e place, même si on en attendait presque un peu mieux tant sa saison 2021 était complètement folle. Maintenant, Loana Lecomte, avec plus d'expérience, revient pour ses deuxièmes jeux à Paris et l'envie de briller en France. Mais oui, la grande dame du cyclisme féminin au 21e siècle, c'est Pauline Ferrand-Prévot, 15 fois championne du monde. Voilà, je l'ai dit hier, mais je le rappelle quand même parce que la statistique est absolument lunaire. Demain, c'est la course sur laquelle on l'attend. Demain, elle peut parfaire son palmarès, voilà, le rendre définitivement parfait. C'est la seule course qui lui manque. Au JO, elle n'a jamais fait mieux que 6e, que ce soit en VTT ou sur la course en ligne sur route. Non, pardon, 10e en VTT et 6e sur la course en ligne. Cette année, elle est alignée uniquement sur le VTT, comme à Tokyo en 2020, pour se concentrer sur sa meilleure chance de médaille. Elle est tout simplement l'une des plus grandes athlètes de cette délégation. J'en attends beaucoup. Donc voilà, j'espère que Pauline Ferrand-Prévot sera au rendez-vous demain et forcément on aura un œil très attentif sur ses performances. Je remets une dernière fois le tableau. Est-ce qu'il y a un dernier sport, une dernière épreuve dont vous voulez parler, les gars? Le temps que je réfléchisse à un quiz parce que je vous avoue que j'ai rien du tout. Bah, les sports co, peut-être pour finir, Oui, qui tu voulais en vont parler, t'as rentrer raison, en lice. Avec le volley masculin, déjà pour commencer, ça sera à 17h. La France qui vont jouer contre les Serbes. Le rugby à 7 féminin, parce que certes, le tournoi masculin vient de se terminer, mais donc justement, ça laisse la place aux femmes. Il y aura deux matchs demain pour le rugby à 7 féminin. France-Brésil à 17h et donc France-Japon à 20h30 sur le même principe, le même mode de fonctionnement que les garçons avec deux matchs donc dans l'après-midi et la soirée pour commencer.
dernier match de poule le lendemain et donc un quart de finale si tout se passe bien pour les Françaises. Du football féminin également avec le deuxième match de poule de l'équipe de France féminine qui jouera contre le Canada après sa victoire 3-2 en ouverture. D'ailleurs, à noter que l'équipe de France masculine mène 1-0. On a ouvert le score Ouais. depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Kylian Sildilia a mis un beau but de la tête. Donc il reste à peine 5 minutes dans cette rencontre. Les Bleus mènent 1-0. Il y aura aussi du handball féminin, l'entrée en compétition des Françaises contre les Pays-Bas à 21h également. Et j'ai aussi noté qu'il y avait du water polo qui allait lancer son tournoi demain, le water polo masculin, avec un match entre la France et la Hongrie qui se déroulera à 19h30. Eh ben super, Mm. merci beaucoup pour les précisions. Alors, pour ce qui est du quiz, je vous propose aujourd'hui, bricolé en toute dernière minute, donc ce sera une nouvelle fois une énumération comme on a fait hier, donc Maxime, tu connais le principe, Mathis tout simplement. Vous jouez tous les deux et vous allez chacun me citer une réponse, le premier qui n'en a pas a perdu. Aujourd'hui, je veux des athlètes ayant remporté au moins 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques. J'accepte aussi les Jeux Olympiques d'hiver. Et je ne sais pas qui commence. Bah Mathis, écoute, on va te laisser l'honneur. Tu n'étais pas là hier. Ah, je suis obligé de dire Michael Phelps. Ah, Effectivement, c'est bon. Usain Bolt, Usain Bolt, c'est j'espère. bon. C'est tout à Ouais. fait bon. 8 Martin médailles. Fourcade. Martin Fourcade, c'est bon. Putain, je l'avais. C'est celui que j'avais. Euh, Attends, je suis en train de réfléchir au sport, mais c'est horrible. Il n'y en a pas beaucoup des faciles, hein. Euh, Je Mais oui, préfère le dire dès maintenant. Il y en a quelques-uns. Hein. Il y en a quelques-uns que tu peux avoir. Il y en a même une que j'ai mentionnée il y a peu de temps dans cette émission. Mais il Ouais, faut que tu aies retenu son je nom. voulais la dire. bah oui, Euh, VTT, mais j'ai plus son nom. Ah non, pas VTT. Non, mais je le dis parce que je Non, pense qu'il non, l'a non, pas. JO, je suis bête. Mais, Euh, euh, mais c'était Est-ce que pas forcément Justin un bon Gatlin? indice. Justin Gatlin, je crois pas. Hein. Justin Gatlin, je Non, regarde je pense là-dedans, pas. mais il est pas dans ma liste. Bon, je te laisse un petit joker. L'énumération va tourner Genre, court. j'ai rien. Attends, est très court, j'ai rien. T'en as Euh, un autre en biathlon. Ah, et là, je donne des gros indices. Justin Ah, mais Gatlin, c'est 5 ouais, médailles, mais un seul titre. mais j'ai pas son nom, c'est. Je vois très bien qui c'est en plus, ça. T'en as un, t'en as deux, 10? Ouais, bah, du coup, Katy Ledecky, là, je pense que c'est de elle dont Effectivement, tu ouais, parlais, la genre tout à l'heure, nageuse. la Ah, nageuse punaise. américaine. Et sinon, ouais, je pense que j'avais Carl Lewis. Je pense qu'il a Carl plus que Lewis, 5 tout à médailles. fait. Ouais, ouais, Carl Lewis, Donc, 9 Ah, médailles ouais, d'or. j'étais pas monté aussi loin. comme il a fait le Ouais, 100 mètres et le saut en longueur Bah et ouais, le ouais. 400 mètres, enfin bref, il faisait plusieurs disciplines. Donc, Mm. j'avais Carl Lewis. ouais, Carl Lewis, c'est bon. Après, je vous avoue qu'il n'y en avait pas beaucoup de faciles. Je pensais à Johannes Steinesbø, du côté du biathlon, Ouais. qui Ouais, pouvait voilà, peut-être biathlon. se trouver. Du côté. Ah, je suis en train de regarder. J'avais pensé du côté du sprint de la Jamaïque qu'on en avait plusieurs, mais Shelian Fraser-Price ne fait pas partie de ma liste. Une heure, il en Euh, a pas assez. C'est impossible. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et d'ailleurs, il y a un homme dont on n'a pas parlé sur ces Jeux Olympiques, mais qui figure dans la liste. On va finir cette émission avec lui. Je vérifie quand même pour Shellyan Fraser-Price. Non, 3 médailles d'or et 8 médailles au total. C'est qui figure avec combien de médailles très exactement? Bon, je vérifierai. Caleb Dressel, l'américain, le nageur, dont on n'a pas beaucoup parlé parce qu'il sort d'une période compliquée. Il avait arrêté la natation pendant un petit moment. Il est de retour sur ces Jeux Olympiques. Il avait fait une véritable razzia à Tokyo. On verra s'il est capable de nouveau de décrocher une médaille maintenant que, selon lui, en tout cas il le dit, il est revenu dans un bien meilleur état mental. En tout cas, il se sent bien mieux. Donc on sera très intéressé de ses performances dans les prochains jours. Les gars, merci beaucoup d'avoir été présents pour cette quotidienne. Il est 23h pile. On a été parfait en termes de timing. Bravo. Merci beaucoup à 1 sur toi 1 pour l'instant. ouais, pour l'invitation. C'est très cool.
Eh ben écoute, je suis ravi en tout cas que vous soyez là. Mathis, on te retrouve demain. Maxime, je crois pas, il me semble. Il faut qu'on vérifie le planning. Je- Mais Ça va être je crois, shorts. faut ouais, je crois qu'on tourne demain. Vous retrouverez soit Maxime, soit Gaëtan. Mm. Je pense qu'on continuera sur des lives à 3, hein. C'est le meilleur moyen pour tenir les 1 heure. Et techniquement, c'est bien plus facile, je vais pas vous mentir. Donc merci à ceux qui étaient présents dans le chat. Merci encore une fois à vous deux. Demain, on aura de très belles épreuves à débriefer. On vous souhaite une très belle soirée et rendez-vous demain, même lieu, même heure, 22 h sur la chaîne Twitch de l'Académie Olympique. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à demain. Salut! Salut à tous!